Un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Lundi 3 février 2025. Donc voici une nouvelle chronique en direct du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord, dans laquelle la première partie de cette chronique va être consacrée à la lecture d'un texte émanant de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, et puis texte préparé par Jean-Marc Schiappa et Pierre-Yves Modicom. Et puis après, j'ai plusieurs informations que je souhaiterais communiquer concernant, alors l'une émanant d'une déclaration de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, et puis nous avons reçu le nouveau numéro de La Raison, le mensuel de la Fédération nationale de la libre pensée. Donc nous commençons par ce texte élaboré par donc Jean-Marc Schiappa et Pierre-Yves Modicom, dont le titre est « Centrisme bon teint ou nervis d'extrême droite, 50 nuances de noir ». De bonnes hommes se disent choqués des déclarations récentes de François Bayrou, xénophobe et pro-RN, tant ce qu'il a pu dire à propos de Mayotte que de la submersion, entre guillemets, de l'immigration. De quoi ? Comment un démocrate chrétien peut-il ainsi paver la voie à l'extrême droite fascistoïde ? La survie d'un gouvernement à l'agonie ne peut expliquer cette pêche aux voix des députés le pénistes. Qu'il puisse y avoir une basse et facile arrière-pensée politicienne est une évidence et personne ne peut le nier. Mais s'arrêter là, ce serait prendre la proie pour l'ombre. Que les bons hommes effarouchés le soient par ignorance, par veulerie ou par aveuglement est secondaire. Que les responsables du Parti socialiste, pour ne pas les nommer, découvrent avec horreur que leur allié est non seulement Macron compatible, mais aussi et, en même temps, entre guillemets, RN compatible, est leur affaire. Mais qu'ils essayent de faire croire qu'il y aurait un abîme entre la démocratie chrétienne et l'extrême droite, voilà qui est notre affaire. La démocratie chrétienne a donné en même temps François Bayrou, Simone Veil, et on sait les sentiments de cette dernière envers le premier, Jacques Delors et Christine Boutin. Elle a donné également Georges Bidault, qui fut le successeur, par accident, de Jean Moulin à la tête du Conseil national de la résistance, et l'inspirateur, par vocation, de l'organisation armée secrète, OAS, terroriste et colonialiste. Sauver la démocratie et l'enterrer, pourrait-elle faire les deux en même temps ? Non. La fonction essentielle, fondamentale, unique de la démocratie chrétienne est d'assurer l'ordre voulu par Dieu, ce qui, dans la société capitaliste, est l'ordre bourgeois. La démocratie chrétienne n'est jamais aussi forte que lorsque cet ordre vacille du fait de l'incompétence politique et de l'épuisement de la fraction dominante de l'ordre bourgeois. Dans ce contexte de danger, elle remplit une fonction de correctif et surtout elle canalise les courants de transformation sociale pour s'assurer qu'ils coulent dans le bon sens. D'où sa plasticité extrême. Quand les impératifs de l'ordre bourgeois entraînent une politique parlementaire, va pour la démocratie parlementaire. Quand ils impliquent une porte de sortie résistante, entre guillemets, pour détourner la libération, avec un grand L, de ses potentialités révolutionnaires, c'est donc une allusion à la période de la libération, allons vers la résistance. Quand ces mêmes impératifs conduisent à l'extrême droite, aucune hésitation. La démocratie chrétienne est tellement plastique et élastique que le meilleur des chimistes rêverait de trouver un tel produit. Et la démocratie chrétienne est donc, pour cette raison même, le meilleur cheval de Troie du fascisme ou des formes fascistoïdes. Ce fut le cas dans les dernières années de la République de Weimar, avec le Zentrum, nom du parti catholique, et de Franz von Papen. Une fois passé le Kulturkampf bismarckien, le Zentrum était devenu, dès les années 1890, la roue de secours du Kaiser,
permettant à l'élite impérialiste des Junkers de choisir sa force d'appoint, tantôt la bourgeoisie libérale, tantôt le catholicisme organisé. Après l'écrasement des tentatives révolutionnaires en Allemagne en 1919, ce parti devient un parti clé dans toutes les coalitions parlementaires essayant d'assurer une stabilité politique avant la crise de 1929. Cette dernière modifie fondamentalement la donne. L'heure n'est plus à la démocratie parlementaire. Dès 1930, une première coalition d'unité du bloc bourgeois, menée par le chancelier Brüning, entreprend une politique répressive et déflationniste en s'appuyant sur les pouvoirs spéciaux du président, le maréchal Hindenburg. Le Zentrum est la cheville ouvrière de la coalition. Là, même ainsi, Brüning est tributaire du soutien du parti des anciennes élites monarchistes, le DNVP, Parti national du peuple allemand. Or, celui-ci, mis sous pression électoralement par les nazis, se fait prier pour apporter ses voix au Reichstag. Mais le Zentrum s'active et tout ce beau monde expérimente déjà des coalitions localement. Au bout d'un peu plus d'un an de louvoiement, Brüning doit démissionner au printemps 1932. L'heure de von Papen a sonné. Il sera l'homme de la coalition Zentrum-DNVP, la démocratie chrétienne et l'ultra-droite impérialiste et antisémite. Franz von Papen, député depuis 1921, est encore trop souvent présenté comme un parlementaire de second ordre, ayant connu une carrière imprévue à partir de 1932, à la faveur d'un positionnement personnel supposément unique en son genre, celui d'un député du Zentrum, plus en phase idéologiquement avec le DNVP qu'avec ses propres camarades, prompt aux grandes coalitions avec le SPD. Mais alors, que faisait-il dans le groupe parlementaire du Zentrum depuis plus de 10 ans ? Von Papen n'avait rien d'un franc-tireur marginal. Il avait en réalité gagné ses galons d'organisateur politique plusieurs années auparavant, comme coordinateur d'une campagne d'union des droites contre le mouvement libre-penseur. Ce député du centre catholique, ancien officier et diplomate, disposait en effet d'accès direct aux hautes sphères de l'impérialisme allemand, dont le bras parlementaire traditionnel était le DNVP protestant. Depuis la fin des années 1920, von Papen remplissait son rôle caractéristique de correctif catholique d'un ordre établi, menacé par la rigidité et l'imbécilité de l'élite en déclin. Il était le principal organisateur d'un réseau de cercles et de clubs chrétiens visant à convaincre les nationalistes protestants de s'appuyer sur le savoir-faire du Vatican dans la lutte contre les libres penseurs marxistes, dont la montée en puissance vertigineuse est symbolisée par les 600 000 adhérents pour la seule Fédération allemande de la libre pensée, social-démocrate, en 1929. Les libres penseurs étaient très justement perçus comme le fer de lance des secteurs révolutionnaires du mouvement ouvrier, les adversaires les plus redoutables de l'opportunisme et des grandes coalitions. Il fallait donc convaincre les vieux monarchistes nostalgiques de Bismarck qu'ils n'échapperaient pas à la recomposition d'un bloc des droites autour d'alliances entre catholiques et protestants radicaux dans la lutte contre l'ennemi marxiste. Une alliance qui inclut dès le départ le parti nazi, qui se positionnait en parti chrétien, luttant contre l'athéisme et la libre pensée en reprenant les mots d'ordre du protestantisme conservateur et avec des méthodes plus musclées que les prêches dominicaux, même si les nazis assistaient aux prêches dominicaux entre 2 pogroms et 2 fusillades. Et depuis 1929, l'homme de cette coalition, c'est l'estimable député du Zentrum, très chrétien et supposément démocrate, Franz von Papen. Donc, non seulement von Papen est au centre du jeu dès la fin 1929, mais il acquiert cette centralité précisément parce qu'il est le député chrétien et démocrate parfait, celui qui apporte le correctif stratégique décisif pour sauver la mise aux conservateurs. La perception d'un changement de culture politique caractérisé par la montée en puissance de la libre pensée cause, en réaction, l'union sacrée contre le sécularisme rouge, entre guillemets. C'est cette union qui devait servir de ciment à la coalition Hindenburg-Papen-Hitler en 1933. Il ne s'agit pas de prétendre que l'accession au pouvoir d'Hitler est l'aboutissement mécanique d'un pacte scellé par peur de la libre pensée allemande.
Formulée ainsi, cette analyse serait ridicule. En revanche, c'est un fait que la libre pensée social-démocrate était un pôle d'organisation des militants qui luttaient contre le soutien des droitiers du SPD à Brüning. C'est un fait également que malgré la vindicte des groupuscules sans Dieu, staliniens, la mouvance libre penseuse et rationaliste formait un des derniers milieux organisés massivement attachés à l'unité du mouvement ouvrier, socialiste et démocratique. C'est un fait, enfin, que le comité de liaison des organisations libre-penseuses allemandes, aux yeux des réactionnaires, avait un pouvoir d'encadrement politique des masses irreligieuses comparable à celui des églises sur les masses religieuses. Or, l'Allemagne des années 20 est marquée par un réalignement religieux massif en faveur des athées et agnostiques, au point de faire vaciller une pièce centrale du pouvoir politique, économique et culturel des grandes confessions, l'enseignement obligatoire de la religion dans l'école publique par des ministres du culte, y compris pour les enfants d'un croyant. Pour les réactionnaires, la montée en puissance des revendications ouvrières et la déchristianisation ne sont qu'un même phénomène, le fameux, entre guillemets, bolchevisme culturel. Les deux blocs confessionnels historiquement rivaux s'allient pour vilipender la coalition entre les marxistes et les minorités, libre-penseurs, libre-croyants, juifs. Il suffit d'écouter les actualités françaises pour mesurer la persistance de ce fantasme de l'alliance antipatriotique entre minorités confessionnelles et mouvements ouvriers. En Allemagne, les choses s'accélérèrent en 1932, car l'élection législative anticipée de juillet 1932 n'avait rien réglé, d'autant que la majorité du Zentrum avait choisi d'amadouer les sociaux-démocrates pour les convaincre de soutenir Brüning plutôt que de pactiser ouvertement avec l'extrême droite. Von Papen, depuis l'été, est donc député apparenté du DLVP. Les nazis ne sont majoritaires ni en voix, 37% des voix, ni en sièges, 230 sur 608. Les partis ouvriers, SPD et KPD, socialistes et communistes, unis font jeu égal, tant en voix qu'en sièges, 35% et 222 sièges. Malgré une intense division, comme on le sait, aux yeux de l'ordre établi, c'est bien cela qui rend indispensable d'écraser les secteurs favorables à l'unité organique du mouvement ouvrier, essentiellement les milieux pacifistes, syndicaux et libre-penseurs. Le but des nazis est sensiblement différent. Il s'agit d'éliminer tout parti bourgeois, nationaliste, démocrate chrétien ou autre, qui les gêne dans leur ascension. André-François Poncet, ambassadeur de France et témoin précieux, écrit de von Papen. On le dit superficiel, brouillon, faux, ambitieux, vaniteux, rusé, intrigant. Fin de citation. À cette époque, il est chancelier, Premier ministre, en s'étant opposé par carriérisme aux autres dirigeants du parti. Par carriérisme, pas seulement, car il était un proche de Ratti, entre-temps devenu le pape Pie XI, et du nonce Pacelli, futur pape Pie XII, qui mit en place plusieurs concordats dans différents États allemands. Le 30 août 1932, le Reichstag se réunit. Le nazi Göring est élu président par 367 voix. Les catholiques ont voté pour lui. Il n'y a pas de hasard. Depuis plusieurs années, Göring, fils d'administrateur colonial, très lié au milieu économique impérialiste et à l'aristocratie, remplit vis-à-vis du DNVP et de la droite parlementaire le même rôle que von Papen du côté du Zentrum. L'autre intercesseur parlementaire du NSDAP est William Frick, artisan des premières expérimentations de coalition de droite à l'échelon local. François Poncet raconte « Comme elle n'a pas pour but de soutenir le gouvernement, mais au contraire de jouer un tour à von Papen, la concentration nationale se forme sans difficulté. Elle élimine les socialistes de toutes les charges. » Fin de citation. Le Parlement ne se réunit ensuite que le 12 septembre. Ce jour-là, Göring, à la présidence du Reichstag, néglige le chancelier von Papen qui présente un décret de dissolution de l'Assemblée. Une motion déposée par les députés communistes
contre le gouvernement est voté et tous les opposants votent, à commencer par les nazis et les communistes. Cette motion est adoptée. Le gouvernement von Papen tombe. Le but était d'humilier Papen pour l'écarter de la marche vers le pouvoir. Papen va-t-il alors s'opposer à Hitler et aux nazis? Le Zentrum va-t-il basculer vers le SPD? Tout au contraire. Papen a mené tout au long de sa carrière une politique visant à s'emparer du Parti catholique, en s'opposant à sa direction, en menant un jeu de séduction et de concurrence avec les nazis qu'il espérait contrôler pour son propre avantage. Il y a de nouvelles élections le 12 novembre. Les nazis perdent, pour la première fois, des voix par millions. Papen, toujours apparenté au DNVP, tout en maintenant des fils avec le Zentrum, entame une négociation pour former un gouvernement incluant Hitler. Hitler serait chancelier, mais Papen deviendrait vice-chancelier. Passons sur les intrigues et les manœuvres quotidiennes que les historiens ont racontées en détail. Ainsi, pour William Scherer, Papen a été, citation, « plus responsable de l'avènement de Hitler que tout autre Allemand ». Le 28 janvier, Gerald Schleicher démissionne après l'échec d'une tentative de gouvernement militaro-syndicaliste qui aurait été soutenue par certaines fractions du SPD et du NSDAP. Le 30, Hindenburg cède au plan de Papen qui, vice-chancelier, laisse la chancellerie à Hitler, mais dans un gouvernement conservateur où ne se trouvent que deux nazis, qui sont bien évidemment Göring et Frick, les interlocuteurs historiques des partis bourgeois. Papen accorde les voix décisives à Hitler le 30 janvier 1933. Sans lui, pas de majorité au Parlement. En suivirent un poste de vice-chancelier et un concordat. Le Zentrum et le DNVP auront le très bon goût de s'autodissoudre quelques mois plus tard. Mais dans l'intervalle, le 23 mars, le Zentrum aura eu le temps d'accorder les voix qui manquaient à Hitler pour la suspension des garde-fous constitutionnels après l'incendie du Reichstag. Quantité de militants ouvriers et de défenseurs des droits humains sont déjà morts ou emprisonnés. Le camp de Dachau ouvre la veille du vote décisif le 22 mars. Il ne se trouve pas un député du centre catholique pour voter contre Hitler. L'essentiel est que le concordat soit sur les rails. Que par la suite von Papen soit éconduit et envoyé dans une sorte d'exil honoraire comme ambassadeur à Vienne, puis à Ankara, prouve seulement le cynisme des nazis et la crédulité de von Papen. De même que plusieurs cadres importants de l'Église luthéro-réformée proche du DNVP entreprennent dès septembre 1933 de défendre l'autonomie de leur Église contre la folie nazie, prouve surtout le cynisme à toute épreuve dont ils avaient été capables dans les années précédentes, tant il s'agissait d'écraser le mouvement ouvrier démocratique. Mais après tout, l'Allemagne était sauvée, c'est bien le plus important. Et en 1945, les anciens cadres du Zentrum et du DNVP, les moins ouvertement compromis, pourront tranquillement créer ce fameux parti d'union des cléricaux catholiques et protestants, la CDU, archétype de la démocratie chrétienne européenne. Ce même parti qui, le 29 janvier 2025, scellait un partenariat parlementaire de fait avec l'extrême droite révisionniste de l'AfD pour faire passer une loi xénophobe contre l'immigration au Bundestag. Il est vrai que les respectables démocrates chrétiens français avaient déjà fait de même sous la houlette de M. Darmanin en décembre 2023. La suite dira si François Bayrou entend louvoyer vers une alliance de toutes les calottes, comme le suggèrent ses manœuvres sur le dossier de la fin de vie, ou s'il prépare une alliance plus vaste encore, incluant les partisans de ce cléricalisme sui generis qu'est l'athéisme autoritaire, qui compte des représentants dans son gouvernement. L'analogie historique a ses limites, mais à tout le moins, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y aurait quoi que ce soit d'étonnant à voir un responsable démocrate chrétien rompu à la combinazione parlementaire tendre la main à l'extrême droite lorsqu'un réalignement politique et culturel menace l'ordre établi, autant s'étonner de voir la lune se lever. Donc voilà, c'était le texte préparé pour l'IREL par Jean-Marc Schiappa et Pierre-Yves Modicom. Je vous propose, et ça fait bien évidemment une forme de continuité avec ce texte, puisque la fin de ce texte évoque les manœuvres de François Bayrou sur la question de la loi pour la fin de vie qu'il veut scinder en deux.
et qui a amené l'Association pour le droit de mourir dans la dignité à produire le communiqué le 28 janvier 2025, communiqué dont je vous donne lecture. Le Premier ministre en pleine illumination mystique. Non, François Bayrou, on ne pratique pas l'euthanasie, citation, pour faire plaisir, ou parce qu'on, citation, on est mal dans sa peau. Hier soir, sur LCI, face à Darius Rochepin, le Premier ministre a présenté son opposition à une loi de liberté qui permettra à ceux qui le souhaitent de bénéficier d'une aide active à mourir par des arguments relevant de mensonges ou d'illumination mystique. Ainsi donc, François Bayrou est opposé à l'aide active à mourir, car, selon lui, l'être humain ne meurt pas. De l'autre côté, il nous parlerait et nous influencerait encore. Par ailleurs, il croit savoir qu'un enfant trisomique, entre guillemets pour faire plaisir, à ses parents malades et mourants, demanderait à bénéficier d'une aide active à mourir, citation, parce qu'il est très gentil. En outre, en Belgique, on euthanasierait des adolescents au motif qu'ils seraient mal dans leur peau. Citation de Bayrou. François Bayrou a confondu son rôle de Premier ministre de notre République laïque avec celui de prêcheur d'une congrégation religieuse. Il serait temps que le Premier ministre de la France retrouve la raison, travaille sur les sujets de société, laisse de côté ses croyances religieuses et s'intéresse enfin à l'intérêt général des Français. Non, monsieur le Premier ministre, l'aide active à mourir telle qu'elle est pratiquée dans 7 pays d'Europe, 11 États des États-Unis d'Amérique, 2 États d'Amérique du Sud, 6 États d'Australie, n'est pas la porte ouverte à n'importe quoi. En revanche, confondre sa mission au service de la République française avec un militantisme religieux est une faute impardonnable au regard des 67 millions de Français. Il est temps que cessent ces propos dignes de brèves de comptoir et que le président de la République rappelle son Premier ministre à sa charge. Voilà, donc c'était le communiqué de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité suite aux déclarations donc du Premier ministre François Bayrou sur LCI face à Darius Rochepin. Je vous propose maintenant d'en venir au choix musical de cette chronique. C'est une chanson de Robert Johnson qui date de 1936 que nous allons écouter, mais non pas dans une version originale, mais dans celle d'Eric Clapton. Eric Clapton, bluesman blanc, c'est une particularité. À ce niveau, il y en a très très peu. Et c'est la chanson Rambling on My Man. Je vous propose donc d'écouter cette chanson maintenant avec une introduction, je crois, d'un texte que lit Eric Clapton. Well, I've been dying to say something all night, but I don't quite know what to say, and I knew I would say something now, so I'm going to say something. What should I say? It's a great thrill to play here with Steve, and I've been looking forward to it for a long time. And so who knows, you know, if I think we're enjoying it. I'm enjoying it, I'm sure. I hope you are. So maybe we'll do a bit more, I think.
my baby, and she treats me so unkind. I'm going down to the station, catch that fast new train I see. I'm going down to the station, catch that fast new train I see. Got the blues about me so-and-so, son got the blues about me. I got mean things, I got mean things all on my mind. Little girl, I got mean things on my mind. I hate to leave my bed, but she treats me so unkind. Voilà, donc pour conclure cette chronique, et bien toujours dans la continuité de ce que je disais avant que nous écoutions Eric Clapton, je vous annonce la sortie du nouveau numéro de La Raison donc qui est le mensuel de la Fédération nationale de la libre pensée, avec dans ce numéro un dossier, questions autour de la mort et de la souffrance. Donc c'est un dossier, je crois, qui est coordonné par Christian Echel, et qui revient bien évidemment sur toute l'histoire de la médecine et de la mort, de la question donc de la crémation, enfin il y a toute une série de sujets qui sont évoqués. C'est un article particulièrement intéressant. Peut-être que je reviendrai plus en détail sur le sommaire de numéro de La Raison dans une prochaine chronique. Et je vous signale simplement que la FNLP s'est associée à une journée également qui se tient après-demain, le 6, à l'appel donc de comités locaux du collectif de défense des droits et libertés des étrangers. Donc ça c'est le 6 février que ça se tient au niveau international avec des initiatives un petit peu partout. Donc nous en avons terminé et je vous donne maintenant rendez-vous pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller. Eh bien ce sera lundi prochain 10 février, toujours sur Radio Libre en Périgord. Bonne semaine. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Elle tient ton glaive